Le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ce sont les trois ordres de la société du XVIIe et XVIIIe siècle. Le clergé représente 1% de la population, la noblesse 2%, et en fait 97% de la population représente le tiers-état. Sa société arrive sur le déclin, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Melicus, et nous allons voir les tensions, les mutations et la crispation de cette société d'ordre entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Partie 1, la paysannerie sous tension. Comme je l'ai dit en introduction, à l'époque moderne, la société est divisée en trois ordres hérités du Moyen-Âge. Clergé et noblesse sont des ordres privilégiés. Le troisième ordre, le tiers-état, regroupe 97% de la population et est composé du reste de la population. Vers 1700, la France compte environ 22 millions d'habitants, dont près de 85% sont des ruraux. Les paysans vivent au sein d'une paroisse, qui est sous l'autorité d'un curé, et sont sous la dépendance de seigneurs. Ils doivent verser à ces seigneurs le cens, la taxe sur les terres, mais aussi les banalités, fournir les corvées et supporter de nombreux interdits, par exemple l'interdiction de chasser ou de pêcher. Ils doivent aussi payer la dîme au clergé, un autre impôt. La fiscalité royale repose essentiellement sur la paysannerie, qu'il s'agisse d'impôts directs, comme la taille, ou indirects. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les révoltes contre les impôts royaux sont fréquentes. En 1639, en Basse-Normandie, une révolte importante éclate, c'est la révolte des Va-nu-pieds, qui est un soulèvement contre l'établissement d'un impôt, la gabelle, dans la région, alors que celle-ci en était exemptée. En effet, la gabelle, c'était un impôt sur le sel, et certaines régions qui étaient des régions productrices de sel, en étaient soit exemptées, soit payées la petite gabelle, et non la grande gabelle, imposée notamment autour de Paris pour celle-ci. Cette révolte des Va-nu-pieds, elle finira par être réprimée par le roi, une réprimande qui est assez violente entre novembre 1639 et janvier 1640. Elle est organisée, cette réprimande, par le cardinal Richelieu et le chancelier Pierre Séguier. Au XVIIIe siècle, enfin, le climat est beaucoup plus favorable à l'agriculture et permet des récoltes plus abondantes. L'État améliore le réseau routier, ce qui permet d'approvisionner les régions en difficulté. Il améliore aussi les conditions de stockage du blé. On constate aussi que des progrès techniques assez localisés se mettent en place, ce qui permet un début de spécialisation agricole régionale. Tandis que la production agricole augmente de 25 à 40% au cours du XVIIIe siècle, la population française mieux nourrie passe de 22 millions en 1700 à 27 millions en 1790. Cependant, les inégalités restent fortes dans les campagnes. Les laboureurs, qui peuvent innover et profiter de la hausse des prix en vendant leur production, s'enrichissent, alors que les tenanciers et les ouvriers agricoles ont des vies qui restent très difficiles. En effet, un laboureur, c'est un paysan riche qui dispose de charrues, d'animaux de trait, de chevaux, de bœufs, là où un tenancier, c'est un paysan qui dispose d'une exploitation de taille plutôt moyenne. Les ouvriers agricoles, quant à eux, vivent d'un salaire en travaillant sur les terres d'autrui. Partie 2, le monde urbain, une société en évolution. Les villes commencent leur croissance au XVIIIe siècle. Elles regroupent 16% des Français en 1725 et 19% de ceux-ci en 1789. Les plus dynamiques de ces villes sont de grands ports atlantiques qui vont profiter de l'essor du commerce avec l'Afrique et les îles d'Amérique, notamment Bordeaux, Nantes ou encore La Rochelle. En effet, le commerce triangulaire est encore présent. En même temps, vous avez aussi un commerce en droiture qui permet un commerce direct entre la métropole et ses colonies sans passer par l'Afrique, qui permet une émergence de ces grands ports. La bourgeoisie marchande va donc s'enrichir et ces villes portuaires vont donc se transformer. Il n'y a plus à ce moment-là de compagnies de commerce. Au niveau des ressources, on peut bien sûr parler du sucre, notamment du fait de la culture de la canne, mais aussi la présence importante d'esclaves, et ce jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1794, même
s'il sera remis en place par Napoléon et réaboli en 1848 de manière beaucoup plus définitive à ce moment-là. La ville de Paris, quant à elle, est le centre de l'administration royale. Elle connaît une certaine croissance qui est liée au renforcement de l'État. L'essor urbain s'explique notamment par l'exode rural. Les gens quittent les campagnes pour aller habiter dans les villes. Ces villes débordent de leurs remparts et certaines vont finir par s'embellir. À Nantes et à Bordeaux, on aménage les bords du fleuve et les marchands construisent de beaux hôtels particuliers dans un style nouveau, le style néoclassique. Les villes sont des lieux de vie pour la bourgeoisie. La bourgeoisie de robe comprend les officiers de justice et de finances, de plus en plus nombreux avec la montée de l'État royal. La grande bourgeoisie marchande se développe surtout au XVIIIe siècle, et une moyenne bourgeoisie se forme aussi composée de notaires, d'avocats ou encore de médecins. Les bourgeois aspirent à vivre comme des nobles, les plus riches achètent des seigneuries et des charges anoblissantes. Certains se font aussi anoblir par des lettres d'anoblissement. Mais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il est de plus en plus difficile d'acquérir la noblesse. Les bourgeois se sentent alors humiliés de ne pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les nobles. L'essentiel de la population urbaine, quant à elle, est composé d'artisans, qui travaillent notamment dans des ateliers et sont regroupés dans des corporations. Une corporation, c'est l'association de gens d'un même métier, chargée notamment de fixer les règles du métier, conditions de travail, façon de fabriquer les produits, prix, etc., etc. Cependant, il y a de plus en plus de pauvres dans ces villes, souvent issus des campagnes, des domestiques ou des journaliers qui pratiquent de petits métiers, et tout en bas de l'échelle, les mendiants, dont le nombre ne fait que gonfler lors des crises économiques. À partir du milieu du XVIIe siècle, à Paris et dans les grandes villes, on enferme les pauvres avec les laissés pour compte de la société. Prostitués, aliénés, handicapés, fous, dans des établissements que l'on appelle les hôpitaux généraux. Un hôpital général est un lieu de renfermement des pauvres créé notamment par l'édit royal de 1656. Il est géré par des magistrats du Parlement. Il est composé de plusieurs établissements, dont ceux par exemple de Bicêtre, de la Piété ou de la Salpêtrière. Bicêtre, ça va notamment être l'hôpital général affecté à l'enfermement des mendiants, des vagabonds et des indésirables, mutilés, fous, petits délinquants. La Salpêtrière, c'est ceux-là où on va enfermer les prostituées, on va les obliger à prier et à travailler. D'ailleurs, certaines d'entre elles vont être envoyées dans les colonies d'Amérique du Nord, mais leur nombre va tout de même continuer de croître jusqu'au XVIIIe siècle. Le titre de Savoyard est devenu dans Paris un nom que l'on donne à des enfants et jeunes gens que la misère arrache de leur patrie pour venir dans cette grande ville chercher vivre. Ils y sont répandus dans les différents quartiers et dans les différentes rues où ils rendent aux citoyens des services journaliers. Ce texte de Gèze, dans État ou tableau de la ville de Paris en 1761, nous démontre qu'il y a de nouvelles catégories sociales qui se mettent en place durant cette période. Enfin, il est à noter que la mendicité devient clairement un délit dès le XVIIIe siècle. Partie 3. Le rôle de la noblesse et des femmes d'influence. La noblesse est le deuxième ordre du royaume. Il dispose de privilèges, dans un premier temps honorifiques, comme le port de l'épée, mais aussi fiscaux. Ils vont payer très peu d'impôts. Ils ont aussi des privilèges judiciaires. Ils vont être jugés par des tribunaux différents. Certains postes dans l'armée, l'administration et des fonctions d'évêque ou abbé leur sont réservés. Cependant, cette noblesse est très diverse. Vous avez la haute noblesse, qui va disposer d'immenses domaines et qui est reçue à la cour du roi, là où la petite noblesse vit pauvrement sur des terres. Certains bourgeois sont plus riches que certains nobles. La noblesse de robe, enfin, regroupe tous ceux qui ont obtenu des offices, qui les anoblissent. Avec François Ier et la mise en place de la Paulette, ces offices vont permettre d'anoblir plusieurs générations, même si ça va être enlevé par la suite sous Louis XIV. L'objectif de vendre ces offices, c'était tout simplement de ramener de l'argent dans les caisses de l'État à un moment où l'État en avait besoin. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la petite noblesse cherche à rétablir des droits seigneuriaux anciens, tombés en désuétude. C'est ce que l'on appelle la réaction seigneuriale. La noblesse obtient aussi le droit de participer davantage aux affaires de l'État. Sur 75 ministres du roi de 1718 à 1789, 72 sont d'origine noble, et essentiellement de robe. Enfin, par l'intermédiaire des parlements, la noblesse va s'opposer à toute remise en cause des privilèges fiscaux. Les nobles investissent dans les industries naissantes, que ce soit celles de la mine, de la métallurgie, sans pour autant déroger, c'est-à-dire sans perdre leur noblesse. Ils sont investisseurs et ils ne sont pas ouvriers. Au XVIIe et XVIIIe siècle, certaines femmes jouent un rôle politique ou religieux, tel que Madame de Maintenon, auprès de Louis XIV. On assiste aussi à des réussites dans la littérature ou dans l'art, surtout à partir de 1750. L'artiste peintre Élisabeth Viguier-Lebrun, à la fin du XVIIIe siècle, en est un exemple. Les salons littéraires naissent au XVIIIe siècle. L'un des plus célèbres, c'est le salon de Madame Geoffrin. Il se situe à Paris, dans le premier arrondissement, rue Saint-Honoré. Un des tableaux les plus célèbres, c'est celui de la lecture d'une tragédie de Voltaire dans le salon de Madame Geoffrin en 1755 par Lemonnier, qui représente
la réunion de toutes les célébrités qui auraient pu fréquenter le salon, mais qui s'y sont jamais retrouvées ensemble. On y retrouve Voltaire, Choiseul, d'Alembert, Montesquieu, Diderot ou encore Rousseau. Ces salons deviennent donc, dès le XVIIIe siècle, le lieu de rencontre des communautés intellectuelles, scientifiques et politiques par lequel circulent les idées nouvelles des Lumières. Un second salon qui jouit de renommée internationale, en plus de celui de Madame Geoffrin, c'est celui de Madame de Tencin. Son salon est ouvert en 1617, il est d'abord consacré à la politique et à la finance, et devient en 1733 un salon littéraire fréquenté par Fontenelle, Marivaux, l'abbé Prost ou encore Montesquieu. Elle a aussi publié avec succès quelques romans. En plus de Madame de Tencin et de Madame Geoffrin, quelques autres personnages à retenir. Madame de Maintenon, la favorite et l'épouse de Louis XIV, qui a eu une grande influence auprès de lui. Élisabeth Viguier-Lebrun, une artiste peintre du XVIIIe siècle qui a été la peintre officielle de Marie-Antoinette. Ou encore Samuel Bernard, un grand bourgeois du XVIIe siècle. Et voilà YouTube, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Lâchez un pouce bleu et vous abonnez bien sûr. On est plus de 95% à ne pas s'abonner sur cette chaîne. Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors n'hésitez pas, ça fait vivre la chaîne et ça permet beaucoup plus de visibilité pour moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à puncher le pouce bleu en masse. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Malicus. Prenez soin de vous, posez les questions dans les commentaires. Ciao!